Radio J. Radio J, le grand entretien. Radio J. Denis Charbit, bonjour. Bonjour. Vous êtes un peu ici chez vous à Radio J, ravi de vous retrouver dans nos studios pour ce grand entretien, un grand entretien essentiel en ces périodes où l'invective domine concernant Israël, les Juifs et leur histoire. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Vos recherches publiées en français, en hébreu et en anglais portent sur le sionisme, sur les intellectuels français, de l'affaire Dreyfus à nos jours. Aux éditions du Cavalier Bleu, une version réactualisée de votre ouvrage, Israël et ses paradoxes, idées reçues sur un pays qui attise les passions, paraît actuellement. Vous êtes vous-même actuellement en France où vous donnez des cours à Sciences Po Menton et vous étiez également aux États-Unis lors des massacres du 7 octobre. Comment et dans quelle ambiance se passent les cours ? Je dirais que c'est peut-être la bonne nouvelle ou la seule bonne nouvelle, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que je privilégie toujours la connaissance, à la fois par métier, par conviction, mais aussi parce que c'est ce qu'on dit toujours au sujet de l'école. Bien sûr, les bruits de la ville, les bruits du monde entrent dans une salle de classe, mais on crée les conditions pour pouvoir en discuter avec sérénité. Et d'ailleurs, en général, de quoi on parle quand on parle des facs et des universités, de Sciences Po, occupation des locaux? On ne dit pas que dans les salles de classe, ça ne va pas. Et ça a été mon expérience. Alors, je l'ai raconté plusieurs fois, je le ferai ici volontiers. Je suis arrivé, j'ai dit bonjour, je m'appelle Denis Charbit, je suis israélien. Et là, j'ai vu des regards se lever. Et j'ai tout de suite, et j'ai répété, je suis israélien, je ne suis pas l'ambassadeur d'Israël, voilà, en France ou ailleurs. Parce que ça me paraît essentiel de nouer un contrat, je dirais, pédagogique avec des élèves, avec des étudiants. Et j'ai même ajouté, parce que, n'oubliez pas, c'est le professeur qui a une autorité, c'est lui qui va mettre des notes. Et je me suis dit, attends, si ils vont craindre de s'exprimer en se disant, il va me saquer à la fin du semestre, alors je leur ai dit, vous avez le droit de tout dire. Vous avez le droit de dire génocide, vous avez le droit de dire apartheid, vous avez le droit de dire colonialisme, vous avez le droit de tout dire. Je le discuterai, on en parlera, mais vous vous sentez à l'aise. Autrement, ça n'a pas de sens de me faire venir de Tel Aviv pour avoir des gens qui seront dans l'autocensure, qui n'oseront pas. Mais pourquoi je peux me le permettre? Parce que dehors, dans la rue, je me permettrais sans doute pas, parce que là, c'est le slogan qui domine. Là, c'est pas le slogan, c'est 2 fois 12 heures, ça fait 24 heures. 24 heures, c'est peut-être pas assez parce qu'on pourrait en parler le double, mais je veux dire, 24 heures, vous avez le temps d'expliquer. Et pour vous donner un tout petit aperçu de ma pédagogie, ce que j'ai fait très vite, j'ai très vite compris que c'est ça que je devais faire. J'ai distribué pour chaque cours un document diplomatique, les accords d'Oslo, les accords de Camp David, la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Et j'ai demandé à chaque fois à 3 élèves de venir sur l'estrade, de présenter le point de vue israélien, le point de vue palestinien ou arabe, le point de vue international, ça peut être américain, français ou soviétique ou les Nations Unies, pour que eux-mêmes, les élèves qui écoutent, se rendent compte que sur un événement, il y a plusieurs lectures possibles. Et je suis conscient, parfaitement conscient, que le point de vue palestinien, il l'avait déjà entendu, le point de vue des organisations internationales, ils l'entendent tout le temps. Je savais que le point de vue israélien dans sa diversité, c'est pas simplement celui du gouvernement, dans la diversité des opinions qui existent en Israël, je savais que ça, il ne l'avait jamais entendu. Qu'est-ce que ça vous évoque qu'il ne l'ait jamais entendu? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit une chose très claire dont je me suis rendu compte. Vous savez, Israël a toujours, consciemment ou inconsciemment, a toujours fait preuve d'une très bonne capacité dans ce qu'on appelle non seulement le hard power, c'est-à-dire la force, l'armée, etc., mais elle a toujours développé, volontairement ou involontairement, ce qu'on appelle le soft power. C'est-à-dire comment contrebalancer l'image d'une armée en guerre, etc., avec des choses qui apparaissent plus audibles, plus comestibles, si j'ose dire. Alors, c'est la démocratie israélienne. C'est évident qu'Israël bénéficie dans les secteurs où elle bénéficie encore de soutien. Parce qu'elle est une démocratie. On aurait été une démocratie à la Poutine, et parfois, on a parfois un peu l'impression d'en être, mais pas complètement, heureusement, parce qu'on a la Cour suprême qui n'a pas justement été réformée, heureusement.
alors les gens se disent, ah mais ça reste quand même une démocratie, et donc une démocratie mérite qu'on la soutienne, etc. Un autre soft power, par exemple, des dernières années, il y a 50 ans, c'était le kibbutz. Ah oui, Israël, ah mais il y a le kibbutz, c'est quand même formidable, machin, etc. Dans les 10 dernières années, deux soft power, deux instruments du soft power. Startup Nation, la créativité informatique, etc. Et les séries israéliennes. Voilà. Eh bien, et là, je pense que mon expérience que j'ai eue m'a permis de relativiser la force de ce soft power auprès des jeunes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand je leur dis Israël, que je leur demande de faire une colonne, qu'est-ce qui est bien en Israël, qu'est-ce qui ne va pas en Israël, sur la colonne, qu'est-ce qui ne va pas, ils sont incollables. Ok, apartheid, les colonies, Ben Gvir, Smotrich, ils connaissent tout. Oui. Ils ne savent autant que nous. Colonne, qu'est-ce qui est bien ? Alors, un a dit la démocratie, c'est une société pluraliste, mais globalement, pas grand-chose. Et je dirais pour moi que, enfin, si j'avais une recommandation à faire, vous savez, vous connaissez le taglit, on dit à tous les juifs de devenir. Moi, je ferais un taglit international. Parce que je pense que, même si on peut rester critique vis-à-vis d'Israël. Et les Israéliens eux-mêmes ne s'en privent pas. Mais quand on y est, quand on a fait le voyage, quand on a rencontré, je le dis dans l'interview que j'ai faite il y a peu de temps, j'ai dit, à ce moment-là, on comprend. Alors, en Israël, il y a des religieux, des non-religieux, il y a des Palestiniens. Vous savez, quand j'ai fait ce podcast sur France Inter, on peut évoquer la concurrence, quand j'ai fait ce podcast sur France Inter, une des 5 émissions, c'était un Israélien sur 5 est palestinien. Oula, oui, c'est quoi ça... oui, il y a 20% de la population israélienne qui est palestinienne et qui nous comprend mieux que toute autre population arabe et musulmane dans le reste du monde. À partir de quand, Denis Charbit, la critique d'Israël devient-elle antisémite ? Et le 7 octobre, est-ce que ça a fait bouger ces lignes ? Ah, c'est 2 questions là. Ouais. Alors, la première, à partir de quand ça devient antisémite ? Moi, je pars du principe que accuser quelqu'un qui fait une critique d'Israël impitoyable, systématique et structurelle, puisque c'est de ça qu'on parle. Oui. Là, on va faire première distinction, critique conjoncturelle, critique structurelle. Quelqu'un qui dit il y a des fascistes au gouvernement, Netanyahou c'est un machin, c'est une critique conjoncturelle parce que heureusement, grâce à Dieu, Netanyahou ne sera pas éternel et Ben Gvir et Smotrich non plus. Bon, quand c'est conjoncturel, pour moi, il y a rien d'antisémite. Une critique conjoncturelle, ça veut dire que c'est une critique dans le temps. En revanche, quand c'est une critique structurelle et systématique, l'État d'Israël tel qu'il est, tel quel, et ceci et cela, raciste, là, je ne dis pas, contrairement à beaucoup d'entre nous, c'est antisémite. Pourquoi ? Premièrement, parce que c'est contre-productif. Vous avez dit antisémite, lui va dire mais non, c'est pas vrai, et vous allez aller voir des tiers qui vont dire on ne peut pas toujours nous accuser d'être antisémites chaque fois qu'on dit quelque chose de pas bien sur Israël. Et donc, moi, j'emploie une expression qu'on a dans les relations internationales à propos de l'arme nucléaire. On dit l'arme nucléaire, c'est en anglais « arm of last resort », l'arme du dernier recours. C'est-à-dire, c'est l'arme que vous allez utiliser à la fin quand vous avez épuisé toutes les autres. Et donc, moi, je dirais, donc je n'exclus pas de pouvoir dire de quelqu'un qui est antisioniste, il est antisémite, mais c'est l'arme du dernier recours. Et les armes intermédiaires, c'est quoi ? C'est des tests. Moi, je soumets les gens à des tests. Le premier, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est quand quelqu'un me fait un réquisitoire sur Israël, une tartine entière, Israël est raciste, est fasciste, Bon, très souvent, je dis, je vous ai entendu, qu'est-ce qu'il y a de bien en Israël ? Et si la personne est incapable, et en général elle est incapable, de dire il y a ça de bien en Israël, la gastronomie, les plages, les boîtes homo, qu'importe. S'il est incapable de dire une chose qui est bien en Israël, je dis vous savez là, vous passez à quelque chose d'une critique rationnelle à une critique irrationnelle. Parce qu'il n'y a rien dans l'existence, où tout est mal. Voilà. Il y a forcément des choses. Et si vous n'êtes pas capable de dire ah oui, ça c'est quand même bien, c'est que je peux vous soupçonner là d'être dans quelque chose de systématique, de structurel. Et là, attendez, c'était quoi l'antisémitisme ? L'antisémite, c'est pas celui qui dit les Juifs ils aiment l'argent. Si par ailleurs il dit mais moi je vais en vacances avec eux et j'aime bien la manière dont ils sont solidaires et machin. Donc l'antisémite, c'est celui qui dit tout est mal chez les Juifs.
Et donc, si on dit tout est mal chez Israël, c'est qu'il y a quelque chose. Là, je lui dis même pas, commencez à réfléchir au fait que la seule réalité dans le monde pour laquelle vous dites tout est mal, c'est Israël. Vous avez un problème. C'est pas Israël qui a un problème, c'est vous qui avez un problème. Alors en France, actuellement, il y a aussi un débat à propos du fameux humoriste, là, Guillaume Meurice, qui a dit que Binyamin Netanyahou, puisqu'on parlait de la concurrence, est un nazi sans prépuce. C'est antisémite, ça ? Alors, d'abord, c'est le fait que ce soit en public. Voilà, c'est-à-dire que la parole publique, elle doit être, je dirais, plus contrôlée. Alors, on va me dire, c'est un humoriste, un caricaturiste, etc. Comment dirais-je ? Moi, je reconnais, mais attendez, il faut bien comprendre. Moi, je vis en Israël depuis 50 ans. Aujourd'hui, en juillet, je fêterai les 50 ans. Anniversaire. Voilà, exactement. Donc, si vous voulez, je n'ai pas la même hypersensibilité de mes coreligionnaires juifs. S'ils persistent là-dessus, si une fois qu'on lui dit, vous savez, là, c'est une bonne blague, machin, etc. On lui a déjà dit une fois, d'ailleurs. Et alors, s'il n'entend pas la sensibilité, s'il n'entend pas il y a quelque chose ici qui nous choque, etc. Là, il y a peut-être un problème, et peut-être, oui. Mais c'est vrai que pour moi, un mot ne suffira peut-être pas. Pour moi, il y a quand même dans l'antisémitisme quelque chose de systématique. Et puis, n'oubliez pas, je suis historien, je suis politiste. Pour moi, l'antisémitisme est vraiment antisémitisme quand il commence à s'attaquer aux droits des Juifs. Voilà. Alors, mais c'est non, je vais dire une chose peut-être plus fondamentale. Moi, je reconnais, c'est peut-être mon optimisme, j'en sais rien, je cherche pas à multiplier le nombre de mes ennemis. Moi, si je peux en avoir 100 000 et pas 500 000, je suis très heureux. Oui. Voilà. Donc, moi, m'en rajouter un de plus, ça ne me... Voilà, je ne m'en réjouis pas. Voilà. Alors, c'est vrai que associer Israël aux nazis, etc., c'est toujours très problématique. C'est quelque chose que je n'aime pas. Ça fait dans le livre, j'en parle. Je dis, il faut faire un moratoire. N'associons pas comme ça, ne nazifions pas Israël, ne nazifions pas non plus les Palestiniens, etc. Voilà, c'est une pédagogie qu'il faut avoir, mais voilà, pour ça, je reconnais ne pas sauter immédiatement à chaque fois et voilà. Et on a vu aussi dans ces mobilisations, dans les facs, dans les universités, même dans des manifestations en France, beaucoup de personnes qui crient « From the river to the sea, Palestine will be free », de la rivière à la mer, la Palestine sera libre. Et ce qu'ils disent, eux, ils se défendent en disant on n'appelle pas à la destruction d'Israël, mais à un État binational où Juifs et Palestiniens vivraient ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, j'en pense beaucoup de choses. D'abord, je reconnais humblement, moi je suis pour la solution à 2 États. Et quand quelqu'un me dit non, mais la solution binationale, etc., je dis, vous savez quoi ? Moi, j'aime bien essayer d'aller dans le terrain jusqu'au bout. Et je lui dis, tu sais quoi ? Un État binational, d'accord. Après 10 ans d'une cohabitation État d'Israël, État de Palestine, qui marcherait du tonnerre. Voilà. Là, à ce moment-là, je peux peut-être me dire, finalement, si on s'entend si bien comme voisins, mais après une période probatoire, on saute pas de l'État raciste à maintenant on est tous des frères. Là, il y a une imposture qui est insupportable. Et si vous me demandez ce que je pense de ce slogan, pour moi, il est détestable. D'abord parce que c'est même... Alors, voilà. Alors, c'est pas la solution à 2 États. À partir du moment, vous savez, moi, les drapeaux, je sais les regarder. Moi, j'aimerais voir des manifestations où on est avec les 2 drapeaux. Pour moi, ce serait ceux-là avec qui on peut leur faire confiance. OK, il y a un drapeau. Un État binational. Le drapeau de l'État binational, c'est pas le drapeau de la Palestine. Je le connais, c'est soit les 2 bandes bleues et au milieu la Magen David aux couleurs de l'État de Palestine. Voilà, c'est ça. Ou inversement, l'étoile de David en bleu et les bandes aux couleurs de l'État de Palestine. Ça, c'est un État binational. Pas un à manifester avec ça. Et s'ils avaient fait ça, j'aurais dit, OK, ils y tiennent, ils veulent pas. Je comprends la revendication de l'État binational. Pour les Palestiniens, ils veulent pas que les Palestiniens soient dispersés entre plusieurs États. Ici, ils sont en Israël, là, ils sont à Gaza, là, ils sont à Jérusalem-Est, là, ils sont en Cisjordanie. On veut tout ça, on veut être réunis. Très bien. Vous avez besoin de nous pour nous réunir.
Mais moi, je l'ai dit très souvent à des partisans de l'État binational. Je dis, mais attendez, mais je comprends pas. Si vous voulez l'État binational, mais il faudrait commencer à nous séduire, à nous dire, mais on peut pas sans vous. On vous aime, on vous apprécie, vous avez fait de grandes choses, vous avez développé le pays, mais je le dis sérieusement, pas avec ironie. Et moi, je l'ai dit au Sénat il y a 1 an et demi dans un colloque qui était Israël-Palestine, État binational. Et je leur ai dit, mais attendez, moi je veux bien concevoir l'idée de l'État binational, mais pour le faire, d'abord, il faut reconnaître que s'il est binational, c'est qu'il y a une nation juive. Ah, donc le sionisme, c'est bien, puisque c'est les sionistes qui ont dit qu'il y a une nation juive. Donc, il faut savoir ce que vous voulez. Et donc, et c'est là où je dirais la supercherie éclate au grand jour. Parce que From the River to the Sea, là, ils sont même plus dans le mensonge. Ils sont plus dans la dissimulation. On est binational, mais en fait, Là, ils disent clairement, From the River to the Sea, la Palestine. Et pour moi, ce qui a été sans doute le plus terrible, compte tenu des convictions que j'ai, elle bouge en fonction de ce qui se passe. Bien sûr. J'ai presque envie de dire, regardez, je vais aller loin. Si ça avait commencé là, ces dernières semaines, après l'hécatombe des Palestiniens, des civils palestiniens à Gaza. Okay. On ne peut pas dire que dans l'histoire du conflit israélo-palestinien, il n'y a jamais eu autant de Palestiniens civils qui ont été abattus. Donc on ne peut pas le nier. Et qu'importe le chiffre exact, on ne le sait pas, on ne le saura pas, j'en sais rien. Si c'était venu à ce moment-là, j'aurais pu dire, bah oui, voilà, c'est pour eux, c'est fini Israël, après cette hécatombe-là, From the River to the Sea, c'est notre exutoire, voilà ce qu'on pense. C'est venu après le 7 octobre. C'était le 10 ou le 12, déjà dans les... Et là, je me dis, attendez, là, je comprends pas, là, c'est pas vous qui vous êtes interrogé sur le massacre en vous disant, la cause est juste, la cause est justifiable, il mérite d'être indépendant, il mérite d'être souverain, mais avec un massacre pareil, on hésite à 2 fois. Eh ben non. Et là, je trouve qu'il y a une sorte de... C'est retourner le couteau dans la plaie. Non seulement il y a eu cette orgie de violence, mais de surcroît, cette revendication qui n'a plus peur de s'afficher et qui dit, nous, on veut de la merde, hein, et en fait, vous n'existez pas. Et qu'on ne me dise pas, non, on n'avait pas l'intention. Un slogan, bien sûr qu'un slogan est réducteur. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec le slogan m'expliquer que non, les Juifs... C'est pas un cours, une manifestation. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, la question de l'autodétermination du peuple juif a pris le relais de ce qu'on appelait dans l'histoire la question juive, ça veut dire qui consistait, comme vous l'expliquez dans votre ouvrage, non pas à s'interroger sur le judaïsme, mais à s'interroger sur l'émancipation des juifs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'autodétermination des juifs qui a remplacé dans ce que ça peut charrier, y compris de haineux, ce discours? Alors, d'abord Eva, ne nous emballons pas. Tous les étudiants de Sciences Po ne sont pas toute la France et ne sont pas le monde entier. C'est une minorité agissante, c'est une minorité militante, c'est une minorité qui peut avoir de l'impact. Moi, je vais vous dire, je ne m'inquiète pas tellement de ceux qui professent ces idées-là. Je m'inquiète d'une population libérale, de centre, gauche, de droite, qui pourrait être amenée, à la suite de ce qui se passe, compte tenu de la composition de notre gouvernement, compte tenu de son intransigeance sur la question palestinienne, je crains effectivement que ça bascule. Je vais vous dire Ça veut dire quoi concrètement, ça bascule? Ça bascule, alors je vais vous le dire là, pas dans 1 an, pas dans 5 ans, mais vous savez, de 2 choses l'une. Ces étudiants-là, ou bien dans 30 ans, dans 10 ans, ils deviennent des notaires. Voilà, ils sont bourgeoises. Et c'était sympa, on s'est fait, voilà. Ce qui est arrivé à mai 68. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y en a qui ont défendu Mao, il y en a qui ont défendu les pires causes. Et après, ils vous disent que le pire, c'était Mao Tse-tung et la révolution culturelle, c'est une révolution de sang, etc. Très bien. Soit c'est comme ça, et en quel cas, on n'a pas trop à s'inquiéter. Soit ça devient demain les élites en France, aux États-Unis, et qui développent au sein... Voilà, pour dire les choses telles quelles, aujourd'hui, on n'a qu'un seul parti dans le monde, le Parti démocrate américain, c'est pas n'importe lequel, dans lequel vous avez 2 visions diamétralement opposées de l'État d'Israël. Il n'y a aucun parti. LFI sont tous comme l'aile gauche des démocrates. Il n'y a pas un débat au sein du LFI. Non. Au Parti démocrate. Et moi, ma hantise, c'est que, à force de rester intransigeant, de dire les Palestiniens, c'est tout ceci, c'est tout cela, ils veulent notre mort. Il y en a qui la veulent, attention. Mais on n'entend pas. À force de schématiser. Voilà. Ils commencent à dire, oui, mais attendez, là,
ce que me disent mes étudiants, me disent, écoutez, on n'y connaît pas grand-chose, mais Israël, vous l'avez l'État. Eux, les Palestiniens, ils l'ont pas. Ah ben donc on est pour eux. Attendez, je l'écris dans le livre, et ça remonte à quelque temps. Pour la plupart des jeunes, la création d'un État palestinien à côté d'Israël, c'est comme aider une vieille dame à traverser la chaussée. C'est évident, mes concitoyens ne le comprennent pas. Après le 7 octobre, ils le comprennent sans doute encore moins parce qu'aujourd'hui, non seulement ils sont opposés à un État palestinien, ils ont peur d'un État palestinien. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc ça, j'entends, mais je l'entends. Vous savez, je vis en Israël. Donc, c'est pas que je suis sourd et je suis dogmatique. Moi, j'ai jamais été dogmatique. J'ai des convictions, ok? Je les adapte en fonction de la conjoncture. Mais ce que je veux dire, c'est que je crains une évolution où ils seront pas des notaires. Ils deviendront les élites du State Department. Et ma hantise à très long terme, c'est que ce qui s'est passé pour l'Afrique du Sud nous arrive. C'est-à-dire qu'à un moment, ils disent, écoutez, là, on va vous boycotter. Et là, vous allez devoir rendre ce que vous devez rendre, ce qu'on estime devoir rendre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et voilà, c'est pas partir, c'est vous rendre ce que vous devez rendre. Et moi, je vais vous dire, je ne veux pas en arriver là, et pourtant, je reconnais que je serai le premier heureux. Pourquoi ? Alors, je vais vous dire pourquoi. Moi, pourquoi j'ai toujours lutté, et je lutte encore pour Israël, c'est pour que nous le fassions. Pas qu'on vienne nous dire de le faire. Parce qu'il y a une revendication juste dans le fait qu'il y a une population qu'on tient. C'est pas parce qu'on est en Judée-Samarie et que la Judée-Samarie est plein de lieux saints du judaïsme et Hébron c'est pas pour cela que ce qui se passe en Cisjordanie, c'est pas une domination et une colonisation, parce qu'on exerce une domination sur une population à qui on ne demande pas de consentir. Les Palestiniens d'Israël, on leur demande de voter. On leur dit, est-ce que vous êtes pour tel Premier ministre ou tel autre, etc. Ce que ne veut pas ni Ben Gvir, ni Smotrich, etc. C'est pour ça qu'on ne considère pas qu'on colonise les Palestiniens d'Israël. C'est les mêmes, ils sont cousins. Oui. Là, on leur demande pas leur avis. Là, pour un permis de construire, il faut qu'ils demandent machin. On va dire, attends, on va lui donner. Non, on va le faire un peu attendre. On les humilie. Parce que quand vous n'êtes pas, quand l'autorité ne procède pas d'un vote, elle ne peut procéder que de l'intimidation. Comment je peux exercer une autorité sur des gens qui ne m'ont pas désigné? Uniquement en leur faisant comprendre que c'est moi ici le chef. Et c'est pour ça que c'est une domination, même si ça se passe à Hébron et même si ça se passe dans des lieux saints du judaïsme. Je n'ai jamais prétendu qu'en Cisjordanie, nous n'avions pas un lien avec cette terre. Je dis simplement que ça ne suffit pas pour considérer que ce que l'on fait, on a le droit de le faire. On se retrouve dans un instant, Denis Charbit, pour la suite de ce grand entretien. À tout de suite. Et on retrouve donc Denis Charbit pour la seconde partie de ce grand entretien. Je rappelle donc votre ouvrage aux éditions du Cavalier Bleu, une version réactualisée donc d'Israël et ses paradoxes, idées reçues sur un pays qui attise les passions. Cette version réactualisée, elle a été faite après le 7 octobre. Avant. Le 7 octobre. Si vous aviez dû la faire après, qu'est-ce que vous auriez modifié, Denis Charbit? Alors, j'ai quelques pages sur le Hamas, et dans lequel je reconnais le rôle social qu'il a joué, puisque le Hamas est aussi un parti politique qui s'est occupé du social, et c'est ce qui a fait en partie sa légitimité. Là où je modifierais sans doute considérablement ce que j'ai écrit, c'est sur le fait que, voilà, une bonne fois pour toutes, les islamistes, il faut les prendre au sérieux. Et je dirais même plus, de manière générale, les discours intégristes, quels qu'ils soient, même juifs, il faut les prendre au sérieux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que en sciences politiques, on travaille sur ce sujet et on dit, bon, est-ce que quand un parti extrémiste arrive au pouvoir, est-ce qu'il n'a pas tendance à se modérer? Oui. Voilà, il devient un peu plus light. Voilà. On s'est trompé avec les nazis. Bon, mais dans d'autres circonstances... En Italie, il y a des problèmes, mais c'est pas aussi grave. C'est pas parce qu'elle a décidé que économiquement, voilà, alors il y a des... Et avec le discours... Alors on a tendance à dire, écoutez, c'est leur identité, c'est comme ça qu'ils se voient, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, et je le dis bien sûr pour le Hamas, mais je le dis également pour d'autres partis fondamentalistes religieux, il faut les prendre au sérieux. Quand ils nous disent
et je ne sais pas uniquement pour parler de quand ils disent From the River to the Sea, parce que d'ailleurs c'est dans leur charte, de la rivière. Oui, alors je vais vous dire, là aussi je vais être un peu offensif. From the River to the Sea, ça se dit en anglais, en arabe, donc on a compris, c'est voilà, plus d'État d'Israël, mais ça a aussi une version hébraïque, et cette version hébraïque, c'est Mi'anar la Yarden, Mi'ayab la Yarden, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et je vais peut-être un peu vous choquer, mais je suis plus sévère, et je resterai toujours plus sévère pour le From the River to the Sea en hébreu qu'en arabe. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'en hébreu, il existe, il est là. On domine effectivement de la mer au Jourdain. En arabe, c'est un rêve, c'est un fantasme. À nous préparer pour l'en empêcher, et on a vu que, oula, on n'est pas toujours très vigilant, mais moi, entre une projection que je hais, que j'aborde, qui demande ma disparition, je n'ai aucune, aucune velléité de dire, oh, c'est pas... Non, c'est très grave, parce que, encore une fois, il faut prendre au sérieux les fanatiques. Mais je resterai toujours plus sévère contre ceux qui le font en Israël et qui sont au gouvernement. Eh ben oui, je reconnais, de ce point de vue-là, même si ça peut faire hurler dans les chaumières juives, eh ben oui, pour moi, c'est plus dangereux parce que c'est une réalité. Là-bas, c'est pas une réalité. Enfin, quand ils le disent en arabe, c'est pas une réalité. Mais attention, c'est pas pour céder quoi que ce soit et faire quoi que ce soit qui puisse les rapprocher de la matérialisation de ce rêve. Denis Charbit, on peut vous opposer aussi à ce discours le fait que, contrairement à ce qui est dit, la bande de Gaza n'est pas, selon la terminologie employée, occupée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'Israéliens ni même de Juifs dans la bande de Gaza, que les Palestiniens dans cette bande de Gaza avaient leur autodétermination, qu'ils ont eux-mêmes choisi le Hamas qui a commis un massacre le 7 octobre, un massacre qu'on peut qualifier même d'antisémite puisqu'ils arrivent dans les kibboutz, il y en a qui appellent leurs parents et qui disent « Papa, je suis fier, j'ai tué 10 Juifs », il y a eu des viols, il y a eu des massacres, etc. Donc, sur l'aspect moral du fait de la domination, ça s'entend, mais on peut aussi opposer à ça une crainte en se disant s'il n'y a pas de domination, il se passe ce qui s'est passé le 7 octobre. Alors, je ferai... Alors, d'abord, oui, je suis tout à fait sensible et plus que sensible. J'entends bien, et c'est pour ça que la gauche en Israël est faible, parce qu'on oppose à cette condamnation morale de l'occupation dans laquelle je me retrouve parfaitement, on oppose le retrait israélien de la bande de Gaza, le retrait du Sud-Liban. Je connais parfaitement tout cela, je ne l'ai jamais nié, et voilà ce qui se passe. Voilà. Donc, bien sûr que... c'est compliqué et je n'ai jamais prétendu avoir une solution simple. Je dis simplement que, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? La première chose qu'on peut faire, par exemple, c'est de dire, écoutez, compte tenu de cette hantise-là qui s'est révélée terrifiante, l'armée israélienne doit rester en Cisjordanie. Pourquoi j'ai besoin qu'il y ait des colons en Cisjordanie ? Des habitants, des implantations, pour les appeler comme on aime les appeler. Pourquoi ? À quoi ça sert ? Là, c'est pas la sécurité d'Israël qui est en jeu. Au contraire, on prétend même que c'est pour ça qu'on a déplacé des bataillons là-bas au lieu de les laisser dans la bande de Gaza. Mais au-delà de l'aspect conjoncturel, là, ce serait un signe fort que l'exercice de notre domination ne s'explique que pour des raisons de sécurité. Je vais vous donner un exemple. Nous avons été 18 ans au Liban. Okay ? Un seul juif est rentré au Liban pour s'y installer, pour faire une implantation ? Non. Parce qu'on a considéré que le Liban, c'était pas la terre d'Israël, heureusement. Il aurait fallu, heureusement qu'il n'y a pas un verset dans la Bible qui nous dit que le Liban, autrement, on serait parti pour un autre tour d'implantation. C'est pas qu'on n'a pas été critiqué, mais au moins, on pouvait décemment dire notre sécurité est en danger. C'est vrai qu'on viole la souveraineté d'un territoire qui n'est pas le nôtre, mais il faut qu'on s'entende, il faut qu'on parle. Moi, je suis pour une négociation et allons-y.
Dans le cadre de la Cisjordanie, on voit bien que quelque part, je dirais, ça nous arrange qu'ils veuillent notre... Moi, entre... Ça nous arrange, c'est un peu cynique comme formulation. Parce que ça permet de justifier les implantations. C'est-à-dire, de toute façon, comme ils ne sont pas pour nous reconnaître, etc. Et c'est vrai qu'on en est loin. Je suis très conscient de ce qui se passe. Je vais le dire d'une autre manière. Vous savez qu'est-ce qui est terrible en ce moment ? Quand j'ai en ce moment, depuis un an, 75 ans après la création de l'État d'Israël, on a à la tête de la cause palestinienne le Hamas, fanatique islamiste, et à la tête d'Israël, on a le gouvernement le plus fanatique qu'on ait jamais eu. Vous faites un lien d'équivalence entre les deux ? Non, bien entendu. On ne peut pas mettre en équivalence les deux sur le plan des moyens, sur le plan des pratiques, sur les plans des... Voilà. Mais je dis que c'est un malheur pour les deux peuples. Voilà. Nous, on s'en sort mal parce qu'on a ça. Je veux dire, on n'arrive pas à convaincre de notre bon droit parce qu'on a les ministres que l'on a. Mais avant ces ministres, c'était difficile aussi de convaincre. Dans la période d'Oslo, je veux dire, de 1900, quand Rabin a été élu en 92 et jusqu'à que Netanyahou arrive en 96, je pense qu'il n'y avait pas d'antisionistes. Ils rasaient les murs, les antisionistes, parce que tout le monde disait, voilà, c'est bon, la paix des braves, etc. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas la paix à cause de nous exclusivement. Mais on y est pour quelque chose. Et je ne peux pas admettre une seconde qu'on puisse je veux dire, le message... Le discours qu'on entend souvent, c'est voilà, aux Palestiniens, on leur a proposé des choses, etc. Et puis à chaque fois, ils ont refusé. Tout ce qu'on leur a proposé, ils ont refusé. Oui, c'est vrai. Mais je ne vais pas dire le contraire. Et en quoi ça légitime la poursuite de la domination ? Ça ne la légitime pas. Il faut simplement s'asseoir et encore s'asseoir. Et si on ne s'assoit pas, c'est pas grave, on sera toujours sur place. Jusqu'au moment où on y parviendra. Mais pour ça, il faut aussi les regarder, comment dirais-je, comme des êtres humains, en plus du fait qu'ils sont aussi des ennemis. Après, voilà, justement, après le 7 octobre, ce que vous exprimez, Denis, bien sûr, on l'entend, mais le 7 octobre a rendu cette vision des choses extrêmement difficile. Oui, c'est vrai. Oui, mais vous savez, il y a un très beau texte de Charles Péguy où il dit il faut du travail et du travail pour faire un homme, il faut 1 minute pour le tuer. Voilà. Et il continue en disant il y a ceux qui sont du parti du sabre et ceux qui sont du parti de la charrue. Moi, je suis du parti de la charrue. Je travaille, il faut du travail et du travail, je désespère pas. Et ceux qui sont du parti du sabre et qui pensent qu'on s'en sortira en écrasant l'adversaire. Pas le Hamas, je parle de l'adversaire, c'est-à-dire les Palestiniens dans leur globalité. Je veux dire, si c'est ça la vision qu'on a de l'avenir d'Israël, écoutez, la différence, moi je l'ai dit à mes étudiants, je dis, vous savez, la différence entre vous et moi, c'est très simple, c'est que moi, j'habite là-bas, et que si la négociation échoue, vous irez au pub le soir même. Moi, c'est mes enfants, nos enfants, je parle de tous les Israéliens qui sont en danger. Et c'est pour ça que moi, ça me laisse, je veux dire, je peux pas rester calme et tranquille et dire, etc. Vous savez, j'ai évoqué devant mes étudiants les accords d'Oslo, voilà, et les paramètres Clinton. On était à 80, et je leur dis, vous savez, pour vous, c'est de l'histoire. Moi, je l'ai vécu. Et je ne suis pas réjoui ce jour-là. Je ne pense pas que beaucoup soient réjouis à ce moment-là que ça ait échoué. Je pense que beaucoup d'Israéliens auraient voulu D'ailleurs, que ça même à réussisse. l'international, Oui, bien sûr, beaucoup de gens à l'époque étaient tristes que ça ait échoué. Exactement. Et je dis, on a atteint des sommets. Le 7 octobre, c'est un sommet. L'hécatombe israélienne dans la bande de Gaza, c'est un sommet aussi. C'est pas comparable, c'est un sommet. Je vais vous dire, c'est pas comparable. En nombre, c'est pas comparable. Et en intention non plus. En intention, ça n'est pas. Alors, voyez, eux, ils ont l'intention. Nous, on n'a pas l'intention, mais on a le chiffre. Attendez, je vais dire un peu... Mais parce que c'est des questions que je me pose. J'ai pas de réponse. Ouais. Je la pose sous forme de questions. Et si on y avait tué 20 000 Israéliens, mais sans intention de le faire, on aurait dit, ah bon, alors c'est sympa, ça va, ils sont chouettes. Non, on aurait dit, regardez le carnage, 20 000 juifs qui ont été assassinés, c'est jamais arrivé depuis la Shoah. Donc, j'entends bien que l'intention, c'est important, c'est ce qui fait l'homicide volontaire, involontaire, je veux dire. Le génocide ou pas le génocide. Voilà. Mais, exactement. Mais, cette manière de dire,
après le 7 octobre, tout est possible. Moi, le tout est possible, le tout est permis. Attendez, c'est tout ce qui est contraire au judaïsme. Le judaïsme, c'est quoi? C'est la loi. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu as des interdits. Alors dire le 7 octobre légitime, autorise, bah pour moi, non. Ça ne va pas de soi. Sur les territoires et le terme que vous employez de colonisation, justement, ce qu'on peut apprendre dans votre ouvrage, c'est qu'aujourd'hui, le pays d'Israël tel qu'il est reconnu dans ses frontières internationales, il est beaucoup plus petit que ce qu'il devait être au départ. Il faut préciser que ça devait aller jusqu'à la frontière avec l'Irak. Ah, alors là, vous revenez même à San Remo. Non, je ne suis pas d'accord, parce qu'en 1920, j'ai fait travailler mes étudiants sur la déclaration de San Remo. On dit foyer national juif. On ne dit pas État juif. Désolé, il n'y a pas écrit État juif. Que dans notre tête, on se disait, si on a un foyer... Moi, j'ai appelé ça, une fois, au moment de l'anniversaire de la déclaration 2017, 100 ans de la déclaration Balfour, j'ai dit, la déclaration Balfour, c'est le pas dans la porte. Ah, on a mis le pas dans la porte, hop, on a pu avoir une reconnaissance, machin. Mais sur un foyer national. Alors, si déjà on est sur San Remo jusqu'à l'Irak, c'est le foyer national. Deuxièmement, il y a écrit les frontières de la Palestine qui restent encore à déterminer. En 1920, on ne sait pas ce que c'est. On n'a pas encore tout dessiné. On n'a rien dessiné en 1920. On a juste conceptualisé. On a considéré que sur les ruines de l'Empire ottoman, il y allait avoir un mandat français sur le Liban-Syrie, d'ailleurs on dit Liban-Syrie à ce moment-là, et un mandat britannique sur la Palestine et l'Irak, la Mésopotamie d'ailleurs, on dit en anglais à l'époque. Et on dit, on va faire les frontières. Alors qu'après, en 1922, Churchill dise, ah ben maintenant, c'est le Jourdain qui est la frontière. Oui, c'est vrai. Peut-être que Churchill, il est peut-être regrettable qu'il ait pris cette décision. Le fait est que ce partage n'est pas présenté comme un compromis entre juifs et arabes. C'est pas, voilà, vous êtes en train de vous disputer, alors vous les juifs, c'est jusqu'au Jourdain et la Transjordanie, c'est du Jourdain jusqu'à l'Irak. Non. C'est un accord qui, effectivement, vient pour compenser Abdallah, qui n'avait rien eu, etc. Et le conflit, vous l'avez où? Pourquoi vous l'avez pas en Jordanie dans les années 20 et les années 30? Parce que le foyer national ne s'applique pas. Il s'applique où? Il s'applique sur les frontières du mandat britannique, sur la Palestine dite occidentale. À la fin, on va appeler ça Palestine. Et là, qu'est-ce qu'ils disent, les Palestiniens? Et il ne s'agit pas comment dirais-je, de dire, ah bah alors, si c'est comme ça, on arrête. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Attendez. Les Arabes du Liban, ils vont devenir un jour indépendants. Les Arabes de Syrie vont devenir indépendants. Les Arabes d'Irak, ils vont devenir indépendants. Les Arabes de Transjordanie, ils vont devenir indépendants. Et les Arabes de Palestine, ah non, ça c'est pour les Juifs. Ils ont dit, bah attendez, il n'en est pas question. Donc si vous voulez, l'opposition palestinienne, c'est pas de l'antisémitisme. Ils auraient mis des Chinois, ils auraient été tout autant contre les Chinois qui auraient été en Palestine. Et vous savez que c'est qui le dit? C'est pas moi, c'est Jabotinsky. Lisez La muraille de fer. Elle est dans mon anthologie sur les sionistes il y a 20 ans. Lisez La muraille. Il dit, on n'a jamais vu des autochtones accepter des gens qu'ils tiennent pour étrangers. Alors quand mes élèves m'ont dit, ah ben voyez, donc Jabotinsky reconnaît que non. Alors je dis non. Il admet que les Palestiniens ou les Arabes, on peut les appeler des Arabes, il admet que ce sont des étrangers, donc que ce sont des colonisateurs, mais Jabotinsky dit lui-même dans le texte, mais pour nous, on n'est pas des colonisateurs, on revient chez nous. Mais pour eux, le fait de revenir chez soi, ce qui n'est arrivé nulle part dans l'histoire. Il n'y a pas une histoire comme pareille où quelqu'un revient. Imaginez que demain, les Canaans, on trouve une tribu des Canaans et qui viennent en Israël et qui disent, vous savez, la terre de Canaan, regardez dans la Bible, c'est toujours à notre nom qu'elle est donnée. Donc c'est nous les propriétaires. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Bon, attendez, allez voir ailleurs si j'y suis. Vous savez, je dis toujours avec blague, le seul problème qu'ont les Palestiniens avec le sionisme, c'est pas qu'on ait une nation juive, c'est pas qu'on veuille un État, c'est que ça se passe chez eux. Et nous, on dit, ah non, mais chez eux, c'est chez nous. C'est ça la grande dispute. Le problème, c'est que ça a créé une porosité indéniable avec l'antisémitisme. Il suffit de lire la charte du Hamas pour s'en rendre compte. Bien sûr, et la charte de l'OLP auparavant, je veux dire, attention, le discours national palestinien, vous savez, je suis très... Vous savez, des Palestiniens qui... On en trouve comme ça, ah ouais, c'est génial, Israël, c'est formidable. Je dis, attends, il y a quelque chose qui n'est pas très clair là. Moi, je comprends qu'un Palestinien, je le dis d'ailleurs souvent, je dis, vous savez en quoi un type de droite et moi, on est sur la même longueur d'onde?
La même longueur d'onde. Voilà, on va finir là-dessus. On est sur la même longueur d'onde parce que lui et moi, on veut que les Palestiniens se résignent. On veut qu'ils se résignent, qu'ils disent on accepte. La différence entre la droite et la gauche que je représente, je ne suis pas un homme politique, mais dans les convictions, c'est que moi je veux qu'ils se résignent dans la dignité. Voilà, tu auras quand même une part de la Palestine et la tienne. Et elle restera la tienne. Là où les mecs de droite, etc., machin, eux, c'est non seulement tu dois te résigner, mais dans l'humiliation. C'est-à-dire, tu n'auras rien. Va voir en Irak, va voir ailleurs, etc. Effectivement, c'est ce qui est dit très souvent. Ça veut dire, l'État juif, c'est le seul État de la région, alors que des États arabes, il y en a plein. Et d'ailleurs, leurs frontières un peu fluctuantes ont été construites au même moment, au moment de la décolonisation, justement. Vrai. Oui, bien sûr. Mais ça restait... C'est vrai que c'est sous l'Empire ottoman, c'est clair. Ce que je veux dire, c'est que ils estiment que c'est aussi leur patrie. Ils l'ont construite. Ok, ils l'ont construit dans ce dernier siècle, dans l'opposition sioniste. Oui, bien sûr, c'est comme ça que les mondes nationaux se construisent. La question, c'est est-ce qu'on est capable de, finalement, c'est quoi? C'est un conflit de propriété. C'est parce que je veux... Ah, si j'ai 25 000 km, c'est génial, le sionisme. Mais ça, le conflit de propriété, c'était pas à l'époque des accords d'Oslo. Parce qu'il n'y avait pas la nation, parce qu'il n'y avait pas l'État et la nation. Ça, c'est l'héritage de l'Europe, pour le meilleur et pour le pire. Je dis toujours, les Juifs et les musulmans se sont passés de l'État pendant des siècles. Nous, on s'est passé de l'État pendant 19 siècles. Un jour, compte tenu de l'évolution, du mimétisme, on s'est dit, ils font tous comme ça, on va faire comme eux. Voilà. Ça a rencontré un peuple qui, au même moment, a dit « Attendez, on était 5 siècles sous l'Empire ottoman. Il n'y a jamais eu de Palestine indépendante. C'est vrai, il n'y a jamais eu. » Mais voilà, le nationalisme les a gagnés également. Il dit « Attendez, c'est chez moi. » Attendez, en 1947, je tiens à le rappeler, il y a 2 tiers de la population qui est palestinienne, 1 tiers qui est juive. Comment une minorité devient une majorité? Il faut essayer de comprendre, de se mettre dans leur logique pour, au final, leur dire « Oui, mais... » Voilà, il y a une réalité. On n'est pas capable pour l'instant en tout cas, de vivre ensemble. Vivons séparément, avec des frontières ouvertes, s'il le faut, mais voilà, respectons nos ambitions. Alors on va se battre, l'un parce qu'au lieu d'avoir 20 000 km², il a pas les 25 000 qu'il veut. Attendez, de quoi on parle? Et c'est là où il faut peut-être, je dirais pas un peu moins de foi, mais se dire, si c'est une affaire d'Allah et du Dieu juif, à la fin des temps, il réglera le problème. Mais nous, pendant ce temps-là, on est là et on est en train de se tuer les uns les autres pour un morceau de terre, etc. Alors, je suis très attaché à la terre. Je ne concevrais pas, je suis à Paris, en France depuis 3 mois, je ne concevrais pas de revivre en France. J'ai besoin de l'espace public hébraïque, etc. Et c'est pour ça que je ne veux pas d'État binational. Je veux un espace public hébraïque, avec une presse en hébreu, une radio en hébreu, la télévision en hébreu, le menu en hébreu, tout ce que vous voulez. Donc, je ne veux pas y renoncer. Je veux que lui aussi, il ait son noyau, son état dans lequel il puisse se sentir, le mettre. Pour moi, le sionisme, je le dis, c'est être majorité. Voilà. Moi, l'expérience de la minorité, c'est formidable, c'est terrible, c'est tragique, c'est génial, c'est créatif. Il y a de tout dans le fait. Mais moi, je ne veux plus du fait minoritaire. Je veux que les Palestiniens, eux aussi, aient leur endroit. Les Palestiniens ont dit que leur endroit, c'est la Jordanie. Pas pour moi. Ça n'a jamais été. C'est pas parce qu'il y a 60% qui sont originaires que ça devient... Si, moi, je vais dire autre chose. Je pense que pour que ça soit viable, la Palestine, la Cisjordanie, doit être reliée à la Jordanie. Mais j'aimerais qu'ils y arrivent. Je vais pas, moi, leur imposer. Pour qu'ils aient un peu d'espace. Parce que c'est vrai que, moi, je l'ai dit à mes élèves 100 000 fois, du début jusqu'à la fin. Donnez-moi, au lieu de 25 000 km², 250 000 km² et je vous fais une paix et 2 États. Oui, et vous savez quoi? Je vais aller même plus loin. Je vous fais même du droit au retour. Regardez là, on m'a comparé à la Russie l'autre fois à l'émission. Je me suis dit, mais attendez là, la Russie, regardez l'espace, l'immensité, ils ont besoin encore plus de l'Ukraine. Mais attendez, ça va devenir dingue. Nous, on est sur 25 000 km², dont je dis, ces 5 000 là de Cisjordanie-Gaza, renonçons-y. Je trouve qu'il y a quelque chose de très juif, si je puis dire, à faire le travail du deuil, à dire, celle-là, vous savez, il n'y a rien de chalem, la shlemout, la perfection, c'est pas juif, c'est pour ça, on dit la circoncision, c'est ça. Le prépuce, il n'est pas entier, il est un peu... voilà. Donc moi, renoncer à une partie de la terre d'Israël,
je trouve que c'est très juif, voilà. Bon, et je veux que eux aussi aient cette expérience de la majorité, parce que je sais la bénédiction que c'est que d'être une majorité et de ne pas être en minorité, avec tout, encore une fois, la grandeur qu'il y a à être minorité. Je suis pas un sioniste anti-exilique, non, je dis, c'est aussi une très belle expérience, mais l'expérience de la majorité est aussi quelque chose, et je veux que les Palestiniens puissent en bénéficier. Merci beaucoup, Denis Cherbit, professeur en sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Votre ouvrage à lire, Israël et ses paradoxes, idées reçues sur un pays qui attise les passions, est paru aux éditions du Cavalier Bleu en version réactualisée. Merci.